J'ai accompagné. Il s'est perdu. Jamais. Voilà. Mais je suis à l'heure. Mais tu es pile à l'heure comme toujours. Il faut. Comme toujours. Ah oui, volontiers. Bien sûr. Alors, bonjour à toutes et un seul homme, donc il est inclus dans les nouvelles règles de grammaire. Tout d'abord, je voudrais juste rendre un petit hommage à Régis qui a fondé UFGH et qui a me fait l'honneur d'être là. Donc moi, on m'a demandé de vous parler un petit peu de ce que je fais à la Maison des Femmes. Avant de vous parler précisément de la Maison des Femmes, on a 1 heure, je vais essayer d'aller très vite pour que vous puissiez surtout me poser des questions. Je vais juste vous rappeler ce que moi j'ai appris ces 10 dernières années concernant cette question. Oh, j'ai plein de copains qui viennent, c'est cool. Concernant ce sujet dont j'ignorais à peu près tout, qui est la violence intrafamiliale et l'impact sur la santé, qui fait que je crois qu'aujourd'hui, aucun médecin ne peut se dire que en fait, c'est un sujet qui ne le regarde pas du tout et que ça doit se gérer avec les assistantes sociales et n'importe qui, mais pas les médecins. Donc, moi, je suis gynécologue, donc je m'occupe de femmes depuis à peu près 40 ans maintenant. Et malgré ça, je ne savais pas, je n'avais pas appris à la fac, et j'imagine que vous non plus, sauf peut-être les bien plus jeunes, tout ce qui pouvait concerner la violence, son impact sur la santé physique, sur la santé mentale, et comment, en fait, c'est quelque chose qui est horriblement fréquent et dont on a très peu conscience quand on ne s'y intéresse pas. Alors, qu'est-ce que j'ai appris, moi? Comment ça marche, le truc? Ah. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on revient de loin, on revient d'un monde où tout ça était normal, banal, recommandé presque. Et c'est un monde où, excellent article du journal Le Monde, un devoir au Moyen-Âge inacceptable au XXIe siècle. Alors pourquoi un devoir au Moyen-Âge? Parce qu'au Moyen-Âge, on avait des préconisations sur le fait que un mari devait tenir sa femme, comme sous-entendu, les femmes sont des êtres issus du diable et il faut les tenir. Et on lui rappelait régulièrement d'ailleurs qu'il ne fallait pas qu'il soit trop lax et qu'il était de sa responsabilité de chef de famille de faire en sorte que ça tourne rond. Et ça tourne rond, c'est comme il veut. Il a le droit de à peu près tout faire et pratiquement de vie et de mort sur sa femme et ses enfants. À l'époque, et jusqu'à très récemment, on parlait de la puissance paternelle. Aujourd'hui, je trouve que ça fait un peu froid dans le dos de se dire que dans un couple, on est soumis à la puissance paternelle. Heureusement, aujourd'hui, ça a été remplacé par l'autorité parentale, ce qui est nettement plus démocratique, qui inclut les 2 parents et qui ne met pas les femmes en situation de domination de la part de leur homme. Alors, très rapidement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, oui, les histoires de couple, tout ça, en quoi ça nous regarde? C'est des conflits, tout le monde en a, ils ont qu'à les gérer. Il y a juste une petite nuance entre un conflit et la violence. Un conflit, c'est démocratique, chacun donne son avis. Et la violence, c'est une dictature, c'est toujours le même qui donne son avis, c'est toujours le même qui décide. Et quand on vit en dictature, on a peur. Et les femmes et les enfants qui vivent en dictature, ils ont aussi peur. Heureusement, les États se sont bougés un peu quand même depuis les 50 dernières années. Et la Convention d'Istanbul, qui est supposée avoir été ratifiée par beaucoup de nations, mais par exemple là on voit que la Turquie se désengage, elle dit très clairement ce qu'est la violence à l'égard des femmes, c'est une violation des droits de l'homme, c'est une discrimination, et c'est contraire, que ça se passe dans la vie publique ou dans la vie privée, c'est contraire à la loi. On sait aussi que ça affecte plus fréquemment les femmes. On vient toujours me dire oui, mais il y a des hommes victimes de violences. Bien sûr, il y a des hommes victimes de violences. Il y a des femmes violentes, il y a des femmes toxiques, il y a des femmes maltraitantes. Mais la majorité
de ces faits sont le fait d'hommes, et d'ailleurs en prison, 95% des prisonniers sont des hommes, et la plupart du temps, ils sont en prison pour des faits de violence. C'est pas que de la violence conjugale, mais c'est toujours de la violence. Et les enfants, eux, ils sont emprisonnés dans ce système et ils sont tout aussi victimes. Alors, rapidement, deux concepts que moi, dont je ne connaissais rien et qui m'ont éclairé sur le pourquoi du comment, c'est que ces violences sont le fait de personnes qui ont une stratégie. C'est pas le hasard, c'est pas je suis tombée sur la mauvaise personne, j'ai pas eu de chance. Non, c'est quelqu'un qui repère sa victime et qui voit en elle une faille qu'elle porte peut-être depuis l'enfance, depuis que on l'a maltraitée enfant, peut-être sexuellement, peut-être que ses parents l'ont régulièrement humiliée parce qu'elle n'était pas assez bien, parce qu'elle était moins belle que sa sœur ou plus conne que son frère. Et ce sont d'excellentes victimes que les agresseurs repèrent très bien. Une fois qu'ils les ont repérées, ils vont se les attacher en les inondant d'amour, en leur faisant vivre une période incroyable où elles sont des princesses, où elles sont couvertes de cadeaux, elles sont survalorisées. Et chez des femmes qui sont un petit peu fragiles, qui ont une estime d'elles-mêmes pas très forte, ça va être un moment, waouh, dont elles se souviendront toute leur vie et qu'elles voudront toujours retrouver. Et c'est ça aussi qu'il faut avoir en tête. Ensuite, une fois que la femme est bien accrochée, qu'il a fait ce que les anglo-saxons appellent un love bombing, donc une inondation d'amour, il va pouvoir déployer cette stratégie, c'est-à-dire la dévaloriser petit à petit, très délicatement, pour qu'elle ne voit rien venir, à coup de petites critiques, petits commentaires acerbes, petites humiliations, qui vont aller progressivement crescendo. Mais comme elle a laissé faire au tout début, après elle est piégée, elle ne peut pas se révéler. Et puis, il va commencer à instaurer un climat de peur. Et c'est très facile d'instaurer un climat de peur. Il suffit d'être totalement imprévisible. Aujourd'hui, il rentre du boulot, il a un bouquet de fleurs. Demain, il va rentrer du boulot et il va me balancer la casserole dans la figure. Et quand vous êtes dans cet état d'incertitude permanente, vous sécrétez en permanence des hormones de stress, du cortisol, et vous êtes dans un état d'anxiété qui ne vous permet pas de vivre, mais tout au plus de survivre. Ensuite, il va inverser la culpabilité. C'est ta faute. Si tu faisais mieux la cuisine, si tu élevais mieux les enfants, si notre fille n'avait pas couché avec un garçon, parce que ça, c'est parce que tu l'as mal éduquée, bien sûr. Si tu étais plus avenante, si tu mettais des dessous sexy, eh ben, je ne serais pas comme ça, je ne serais pas violente. C'est toi qui me pousse à être violente. Et comme la femme est déjà bien conditionnée avec une estime d'elle-même morale et pâquerette, elle finit par le croire. Il est un petit peu dans sa tête, il infiltre son cerveau et elle est tout le temps en train de se demander si elle n'a pas mérité et si elle n'est pas aussi nulle qu'il le dit. Et puis, dernière chose qu'il va faire, et ça marche super bien, et des types comme ça, vous en connaissez certainement, vous en avez certainement dans votre entourage, ils assurent leur impunité. Alors, comment on fait pour assurer son impunité? Eh bien, on est à double face. À la maison, on est un monstre, et dehors, on est le plus chouette des gars. On est très serviable, on est très drôle, on a toujours quelqu'un à aider. Au boulot, on est super apprécié. Tous les copains et les copines trouvent que cette femme a trop de chance que cet homme l'ait choisie. Et d'ailleurs, il le lui dit en permanence: tu as tellement de chance que je m'intéresse à toi parce que tu es tellement bête et moche que personne d'autre que moi ne voudrait de toi. Et ça aussi, ça fonctionne bien. Donc ça explique un petit peu pourquoi les femmes finissent par se retrouver dans cette situation d'emprise, de coercition, d'être complètement piégées. Et ça répond un peu à toutes ces questions que monsieur et madame tout le monde, dont moi-même, se posent. Pourquoi elle s'en va pas? Et vous savez que quand les femmes vont chez les flics pour dénoncer des violences conjugales anciennes, très souvent elles s'entendaient répondre: mais vous devez aimer les coups puisque vous êtes encore là. Ce qui est absolument pas évidemment ce qu'il faut dire. L'autre chose qu'il faut connaître dans cette violence, c'est qu'en fait ça fonctionne par cycle. Une fois qu'on est installé en couple, eh bien, il y a une tension qui va monter à cause des actes de violence et d'humiliation. Et la femme est complètement terrorisée. Il va se passer quelque chose, j'ai peur. Et puis, effectivement, tu avais raison d'avoir peur parce que ça va péter. Violence physique, verbale, sexuelle, psychologique. Et la femme est triste, elle est en colère.
Et à ce moment-là, elle va peut-être agir. Elle va peut-être aller au commissariat en disant que j'en peux plus. Elle va peut-être appeler vous, sa meilleure copine ou son pote, en disant écoute, est-ce que je peux venir ce soir parce que ça va pas du tout. Et elle va peut-être débarquer chez vous. Vous aurez fait plein de choses, déménager les chambres, installer son confort parce qu'elle a aussi 2 enfants. Et puis cet homme va déjà se justifier en permanence c'est ta faute. Moi, on m'a agressé au boulot, j'étais énervée. Si tu ne te comportais pas comme ça, je ne serais pas violente. Et puis, quand il s'aperçoit que elle a demandé de l'aide, elle est allée à la police, changement d'attitude, il risque de perdre son objet. Il tient plus que tout à son objet, et donc lune de miel. Pardon ma chérie, je suis un imbécile, je ne le ferai plus, j'étais énervée, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et d'ailleurs si tu t'en vas, je me suicide. Et qu'est-ce qu'elle pense cette femme qui, je vous rappelle, a vécu un moment d'amour fou, qu'elle espère retrouver un jour? Elle se dit, je suis bête, cet homme m'aime, accessoirement c'est le père de mes enfants, je sais qu'il a pu être merveilleux avant, je voudrais revivre ces moments, je lui redonne une chance. Et cette femme, elle va quitter sa copine, qui s'est donné beaucoup de mal pour rien, aller chez les flics, leur dire non mais je retire ma plainte, j'ai été énervée, tout va bien, mon mari est adorable, et voilà. Et elle retourne à la maison, et bien sûr ça va recommencer, et ça va recommencer de plus en plus vite, de plus en plus fort, de plus en plus violemment. Sauf que si vous êtes la copine et qu'elle vous a fait le coup 5 fois, la 6e fois, vous allez lui dire ah tu sais j'ai mes beaux-parents, là ça va pas être possible. Et puis les policiers, jusqu'à une date récente, ils disaient madame, vous avez déjà déposé 9 plaintes, vous les avez toutes retirées, on n'a pas que ça à faire. Alors que c'est justement le moment où il aurait fallu prendre la plainte. Alors, comment on sait tout ça? Il y a eu plein d'enquêtes, des enquêtes faites par la police, par la justice, l'enquête de victimation qui est faite par l'Observatoire de la délinquance, qui permet d'avoir des chiffres. Et puis il y a l'enquête ANVEF en 2000 qui a interrogé par téléphone presque 7000 femmes et qui a pu permettre de récupérer beaucoup de données. Après, on a extrapolé à la population, on ne peut pas interroger tout le monde, bien sûr. Le seul problème de ces enquêtes, c'est qu'elles oublient les personnes âgées et les enfants. C'est plus de 20 ans, moins de 70 ans, donc c'est dommage. Ce sont assez extrêmes. On a beaucoup de violence aussi. Et puis, plus récemment, l'enquête Virage, pareil, alors la 27 000 femmes et hommes, donc pas mal de personnes, mais encore une fois, en excluant les enfants et les jeunes, et c'était pour avoir des chiffres sur les violences sexuelles en lien avec le genre. Et c'est comme ça qu'on sait aujourd'hui qu'à peu près 225 000 femmes sont victimes de violences chaque année, que 94 000 viols et tentatives de viol ont lieu chaque année, qu'une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon, plutôt tous les 2 jours, 2 jours et demi d'ailleurs. Et puis une donnée sur laquelle les pédiatres ne communiquent pas beaucoup, et je trouve ça vraiment dommage, un enfant meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. Et ça, je trouve que c'est une donnée totalement indécente pour une société dite évoluée. Alors, qu'est-ce que ça fait de subir de la violence? Aujourd'hui, on le sait bien, il y a plein de conséquences physiques, donc on va passer vite, hein, vous êtes médecin, ça va de toutes les brûlures, les coupures, les fractures, à la mort par féminicide, mais en passant par des maladies auto-immunes. Par exemple, le fait de sécréter en permanence des hormones de stress peut favoriser des maladies comme le lupus, l'endométriose, certains cancers, l'hypertension, le diabète. Des troubles alimentaires, obésité, anorexie, qui sont très souvent liés, des troubles du sommeil. Et juste un petit mot sur les féminicides. Aujourd'hui, on compte les féminicides. Ce qu'on ne compte pas, c'est les suicides forcés. C'est un nouveau concept pénal qui a été défendu par des avocats. En fait, certaines femmes, elles ont vécu énormément de violence, elles ont demandé de l'aide, il ne s'est rien passé. Et au bout d'un moment, elles se disent il n'y a aucune issue dans ma vie. La seule façon de m'extraire de cette violence, en fait, c'est de disparaître. Et ces femmes se suicident. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 250 femmes qui se suicident dans les suites d'une vie violente. Et on pourrait condamner les auteurs, c'est juste très très difficile à prouver. Donc il faut recueillir énormément de témoignages de la famille, du médecin, des copines, pour pouvoir dire que oui, cette femme vivait tellement de violence qu'elle n'a pas su s'en sortir autrement.
Ensuite, il y a toutes les conséquences psychologiques, bien sûr. Dépression, anxiété, insomnie, abus de substances psychoactives, alcool, tabac, mésusage de drogue, de médicaments qu'on prend n'importe comment, drogue, pensées suicidaires, comportement auto-agressif. Quand on a vécu de la violence, on a 12 fois plus de risques de faire une tentative de suicide. Donc c'est quand même extrêmement important. Vivre des conduites à risque, on le voit chez les jeunes par exemple, qui ont été agressés sexuellement et qui vont aller assez facilement vers la prostitution ou vers une mise en danger parce que ce sont des situations qu'ils connaissent et dont ils maîtrisent les émotions. Et bien sûr, le plus grave d'entre tous ces symptômes, c'est le fameux syndrome de stress post-traumatique qui allie plusieurs symptômes, notamment l'anxiété, l'hypervigilance, la reviviscence, le fait de revivre les événements violents quand on n'a pas réussi à les travailler de manière à ce qu'ils restent dans une mémoire autobiographique à laquelle on peut penser sans que ça nous détruise. Là, c'est une mémoire qui explose à tout moment. Vous avez été violé par un garçon qui portait un pull rouge. Chaque fois que vous voyez un pull rouge, vous revivez votre viol. Vous êtes dans le même état de détresse qu'au moment où ça s'est passé. Et ça nécessite un accompagnement psychologique et psychiatrique très particulier. Donc voilà, quelques petits points précis sur le psychotrauma. Ce qui est intéressant, c'est que la perturbation, donc les fameux critères dont je vous parlais, doit durer depuis plus d'un mois. Parce que quand on a vécu un trauma, un accident de voiture, le Bataclan éventuellement, quand on n'était pas juste dans l'arène, on peut avoir tout ça pendant un mois et puis après on peut aller mieux. Mais quand ça dure depuis longtemps, et vous imaginez quand vous vivez de la violence depuis 20 ans dans votre famille ou depuis 30 ans dans votre couple, eh bien vous rentrez dans la définition du fameux PTSD. Ça affecte la santé sexuelle avec des pathologies gynécologiques. Donc, évidemment, en tant que gynécologue, on est aux premières loges pour les voir. Mais les douleurs pelviennes chroniques, j'ai mal, je ne sais pas, j'ai fait un milliard d'examens, on ne trouve rien. Les infections vaginales, le fait d'être contaminé par le VIH par son gentil partenaire. Le fait d'être enceinte sans le vouloir. Il y a des agresseurs qui empêchent leurs femmes de prendre la pilule. Donc, évidemment, ça aboutit à des grossesses non désirées. Et dans les pays où l'avortement est illégal, ça peut aboutir à la mort par avortement clandestin. Ça altère les conditions parentales. C'est très, très dur d'être une femme complètement dézinguée par son mari devant ses enfants. Une femme à qui il va dire, en fonction de son humeur, quoi, tu allaites mon enfant, mais tu n'es pas une vache. Ou alors, quoi, tu donnes des biberons à mon enfant, mais tu veux l'intoxiquer en lui donnant des produits dangereux. Et le fait de souffler le chaud et le froid en permanence, ça participe à cette incertitude dont je vous parlais, et ça fait extrêmement mal. On peut rajouter les fausses couches, les morts in utero, les petits poids de naissance. Il y a eu des travaux sur ça, qui montrent que, par exemple, sur des bébés préma et de petits pois, au moins 30% des femmes avaient subi de la violence conjugale pendant leur grossesse. Ce qui est important aussi de connaître par rapport à cette histoire de grossesse, c'est que c'est un facteur déclenchant ou aggravant des violences, parce que ça survient très souvent au deuxième trimestre de la grossesse. Alors, c'est pas dans un couple merveilleux où on s'adore que brutalement madame est enceinte et monsieur devient extrêmement violent. Non, en général, c'est un couple où il y a de l'emprise, du flicage, de la coercition, des violences psychologiques, mais le passage à l'acte physique arrive très souvent pendant la grossesse. Pourquoi? Parce que probablement cet homme, qui en général est un peu immature, a contre-intuitivement, mais c'est vrai, une mauvaise estime de lui-même, a peut-être subi lui-même des violences dans son enfance. Il a très très peur de perdre son joujou. Il a très très peur que cette femme ait un autre centre d'intérêt que lui. Et donc cet enfant, qu'il a parfois voulu, parce que c'est aussi une façon de s'attacher, cette femme pour toute la vie, hein, d'avoir un enfant avec elle, lui apparaît comme une menace et il va avoir envie de taper et de taper sur l'utérus. Et puis, ça va réactiver peut-être aussi ses traumas d'enfant. Et puis avoir un enfant, ça perturbe tout le monde, hein, madame et monsieur. Les femmes enceintes, il faut être un peu vigilant parce que au boulot, elles sont quand même un peu plus vulnérables. On attend d'elles qu'elles se comportent comme si elles n'étaient pas enceintes et c'est pas toujours facile. Et puis, l'arrivée du nouveau-né, là encore, ça va réactiver chez l'agresseur des tas de sentiments très négatifs et ça va le rendre encore plus enclin à être violent. Alors, je m'arrête juste une minute sur cette histoire de grossesse.
Vous savez qu'en France, on a le droit d'avorter jusqu'à 16 semaines d'aménorrhée, donc 14 semaines de grossesse. Nous, à la Maison des femmes, on reçoit les femmes qui ont dépassé ce délai. Et pourquoi? Parce que nous avons un centre de planification familiale très actif. Et une fois qu'on a compris que la violence arrivait au 2e trimestre de la grossesse, on n'est pas surpris de voir des femmes venir en nous disant: «Voilà, je vivais avec un homme, nous avions un projet d'enfant et depuis que je suis enceinte, il est devenu violent, voire extrêmement violent et aujourd'hui, il est hors de question que je lie ma vie éternellement à cet homme au travers d'un enfant, je veux avorter». Et pour nous, c'est un motif qu'on appelle psychosocial, qui est tout à fait recevable, parce que l'enfant est la meilleure façon pour cet homme de, même une fois séparé d'avec sa femme, de continuer à exercer sur elle de la violence au travers de l'enfant, par les échanges au moment de la garde alternée, par aussi le fait de utiliser les enfants. Ta mère ne veut pas me donner son nouveau numéro de téléphone, mais tu vas me le donner. Est-ce que tu peux me dire comment elle va? Parce que je m'inquiète, tu sais, je l'aime, ta maman. Elle a un nouveau petit ami, tu sais comment il s'appelle, etc., etc. Donc c'est vraiment le pire lien qui puisse exister entre un homme violent et sa compagne. Bien sûr, la violence a beaucoup d'autres conséquences, notamment sociales, perte d'emploi. Quand vous arrivez systématiquement en retard au boulot parce qu'il n'a pas voulu vous accompagner, parce qu'il ne vous a pas laissé sortir tant que vous n'aviez pas fini de ranger la cuisine et que ça brille, et bien au bout d'un moment, votre employeur, il est plus très très compréhensif, d'où appauvrissement, endettement, isolement. Et isolement, ça c'est vraiment ce que l'agresseur préfère, parce qu'il n'a eu de cesse que de séparer cette femme de ses amis, de son milieu affectif et social, voire parfois de l'emmener à la campagne au prétexte les enfants seront élevés dans le bon air et pas dans une ville qui pue. Évidemment, cette femme, en général, n'a pas de permis ou n'a pas de voiture, et donc le piège se referme sur elle parfaitement. Un petit mot sur les violences sexuelles qui ont quand même une place à part dans les violences. Le viol est un crime, donc ça se règle normalement au pénal et la définition du viol est très précise et ça c'est important parce que les victimes ne le savent pas toujours. Il faut qu'il y ait une pénétration sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Il faut pouvoir prouver ça. Si on ne peut pas le prouver, la plainte pour viol peut être abandonnée pour insuffisance de preuves pas assez caractérisée. Mais l'orifice peut être la bouche, enfin tous les orifices sexuels, hein, la bouche, le vagin, l'anus, ce sont des viols. Si ce ne sont pas des viols, ce sont des agressions sexuelles, donc on n'est plus au pénal, ce sont des délits, et c'est tout acte à caractère sexuel sans pénétration. Donc toucher les seins, c'est un délit, c'est une agression sexuelle. À long terme, ces violences d'un genre un peu particulier ont des séquelles encore pires, parce que une personne qui est victime de viol, la première chose qu'elle ressent, c'est la honte. Et ça, c'est le fruit de notre éducation. C'est-à-dire que on a tout de suite, on va tomber à bras raccourcis sur la victime en essayant de la culpabiliser. Si tu t'es habillé de manière un peu moins sexy, si tu n'étais pas allé avec lui au bar, si tu ne l'avais pas laissé t'emmener au cinéma, mais il t'aurait pas violé. Forcément, c'est ta faute. Donc, qui dit honte, dit culpabilité, se sentir aussi sale, dégoûtant, c'est quand même une intrusion intime extraordinairement violente de se faire violer, qui va aboutir à tout ce dont je vous parlais, c'est-à-dire scarification, tentative de suicide, troubles alimentaires. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, dans les services de chirurgie bariatrique, chez les obèses, quand on les interroge, un tiers sont d'anciennes victimes de violences sexuelles et très souvent d'inceste. C'est quand même très intéressant de connaître cet antécédent. Ça va être très très difficile de déposer plainte parce que les flics, jusqu'à ces dernières années, ils disent, bien sûr, on doit interroger à charge et à décharge. Le principe d'innocence est absolument fondamental dans la loi et la justice ne peut pas se rendre autrement. Moyennant quoi, il y a une façon d'interroger les victimes qui peut être respectueuse tout en recherchant de vraies preuves, parce qu'il n'est pas non plus question d'accuser des innocents. Mais en général, les flics avaient pour habitude d'interroger d'une manière hyper culpabilisante et avec des questions intrusives, parfois inutiles, ce qui fait que les victimes se passaient le mot et ne voulaient surtout pas aller déposer plainte. Et puis quand on a été victime de viol, sa sexualité est quand même sacrément impactée. On peut avoir beaucoup de mal à se mettre en couple et c'est un très très long chemin de résilience. Alors,
Je vous l'ai dit, on a beaucoup de mal à comprendre pourquoi elle s'en va pas, pourquoi elle dépose pas plainte, qu'est-ce que c'est que ce bazar? En fait, il y a plein de choses qui empêchent de déposer plainte, donc le fait d'avoir peur, de se sentir coupable, d'avoir honte, l'emprise que l'agresseur peut exercer sur vous, l'espoir que ça change, le manque de confiance en soi, la présence d'enfants. Les agresseurs, en général, se servent des enfants comme d'un formidable moyen de pression, c'est-à-dire, si tu vas déposer plainte, eh ben moi, qui suis professeur de je sais pas quoi, psychiatre, expert auprès de la cour d'appel, et ben moi, je vais aller dire aux flics que toi, tu es une pauvre femme, que tu es un peu folle, que tu vois un psychiatre depuis 10 ans, que tu prends des médocs et que tu bosses pas et que tu es incapable de t'occuper des enfants. Et tu sais bien ce qui va se passer, c'est moi qui vais avoir la garde. Et ça, pour une femme, c'est terrorisant. Donc, elle va mettre la sécurité de ses enfants en premier, alors que parfois, il vaut mieux partir avec les enfants. Et puis, dans beaucoup de milieux, de toutes sortes, il y a une pression sociétale et familiale énorme. Tu vas pas divorcer, on divorce pas chez nous. Et de toute façon, c'est le père de tes enfants, tu vas quand même pas l'envoyer en tôle. Et puis, ton père m'a tapé, ton grand-père a tapé ta grand-mère. C'est comme ça. Et pourquoi est-ce que toi, ça serait différent? On n'a pas idée de la violence que peuvent exercer certaines familles. Et puis ensuite, la peur de se retrouver à la rue, de ne pas avoir les moyens, d'obliger ses enfants à vivre dans une chambre du SAMU social, quand même, c'est pas terrible. La peur de ne pas être crue, parce que l'agresseur va tout faire pour ne pas être cru. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas à quoi elles ont droit, qui peut les aider. Et tout ça est très complexe et très souvent, ben, on lâche l'affaire. Alors, la Haute Autorité de Santé a quand même écrit des choses sur le repérage des violences, l'accompagnement des victimes. Et puis, elle a publié 4 points qui sont des points d'attention pour nous, soignants, quand une femme ou un enfant ou un homme vit de la violence, il faut rechercher des signes de gravité. Et sa fragilité, être enceinte, ça vous rend vulnérable, être isolé, être en situation de handicap. Les personnes en situation de handicap, et on le voit bien aussi dans les IME, là où on élève les enfants en situation de handicap, 5 fois plus de violences, et notamment de violences sexuelles. Le fait que la victime soit un petit peu ou beaucoup en situation de dépression. Si les actes de violence sont graves, c'est-à-dire que si cet homme a déjà fait des fractures, s'il a tenté d'étrangler la femme, ça c'est un signe très important. Avoir subi une tentative de strangulation, ça vous rend plus possiblement capable de mourir par strangulation 5 fois plus fréquemment. Et puis, le fait qu'il y ait des armes au domicile, donc les gendarmes, par exemple, sont à manier avec précaution, et puis tous les gens qui ont des armes. Et le fait qu'il y ait des enfants à la maison, ça rend les choses beaucoup plus graves, et parce que notamment, nous, ça nous sort de notre obligation de respecter le secret professionnel. À partir du moment où il y a des enfants, c'est protection de l'enfance, et c'est signalement pas obligatoire, mais vraiment recommandé. Et on connaît aussi aujourd'hui les situations à risque de mourir pour une femme. Si une femme vous dit: «J'ai peur de mourir, j'ai peur de mon mari», c'est très important. Il faut la prendre au sérieux parce que c'est pas banal d'avoir peur de la personne qui est supposée vivre avec vous, vous protéger et vous prodiguer tout plein d'amour. Si les violences se sont aggravées récemment, attention. Si le conjoint violent est alcoolique, consomme des drogues, s'il menace de se suicider, s'il a déjà été condamné, alors là je m'arrête. En général, un homme qui a déjà été condamné, quand il se remet en couple, il ne dit jamais à la femme qu'il a déjà été condamné. Et parfois, quand elle va déposer plainte, elle s'aperçoit que cet homme a déjà commis des violences sur ses 3 premières compagnes et qu'il a été condamné et qu'il ne le lui a jamais dit et que si elle l'avait su, probablement qu'elle ne se serait pas installée avec lui. Donc c'est toujours très intéressant d'interroger le passé de vos amoureux, si vous avez le moindre doute, parce que c'est assez éclairant. Et bien sûr, s'il a accès à une arme à feu, s'il est au chômage, ça diminue l'estime de soi, ça vous rend encore plus intolérant et encore moins capable de gérer vos émotions. S'il a été violent pendant la grossesse, s'il est coupable de viols conjugaux, alors là encore, je m'arrête 2 minutes. Le viol conjugal, c'est nouveau. Avant, vous savez, on appelait ça le devoir conjugal. Heureusement, maintenant, c'est presque tombé en désuétude. Aujourd'hui, on considère qu'avoir dit oui une fois devant le maire, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord pour être violé toutes les nuits, voire plusieurs fois par nuit. Le problème avec le viol conjugal, c'est que c'est très, très difficile à prouver.
Parce que, par exemple, si vous voulez objectiver le viol, vous pouvez faire un prélèvement dans le vagin et vous allez trouver des spermatozoïdes. Est-ce que c'était le rapport sexuel consenti du lundi ou est-ce que c'était le viol du mardi? Impossible de le démontrer. Donc il y a ce qu'on appelle des faisceaux d'arguments, c'est-à-dire que si cet homme, par ailleurs, est violent, maltraitant et que ça peut être prouvé par des certificats faits par le médecin traitant de la femme, des témoignages, eh bien, cette présomption de violeur conjugal va pouvoir tenir la route, alors que s'il n'y a rien d'autre, évidemment, ça ne tient pas la route. Il y a, c'est très rare, des femmes mariées à des hommes très 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 riches qui les ont attaqués au prétexte de viol conjugal, probablement pour avoir plus d'argent, mais honnêtement, ça représente un nombre infinitésimal de cas. Et puis la maltraitance sur les enfants, ça c'est pas normal. Violenter ses enfants, c'est faire preuve qu'il vous manque quelques cases. Alors, qu'est-ce que nous, médecins, on a à voir avec tout ça? Ben déjà, vous voyez que la santé de nos patients, quelles que soient les violences subies dans l'enfance, à l'âge adulte, est altérée. Et comment faire pour aborder la question avec eux? Parce que pendant des années, on ne savait pas, on n'en parlait pas, et quand on n'en parle pas, eh bien, le patient n'a pas envie d'en parler. Par contre, si vous montrez que c'est un sujet qui ne vous fait pas peur, avec lequel vous êtes à l'aise, et que surtout, vous ne stigmatisez personne, c'est-à-dire que vous posez la question à tout le monde, parce que pour vous, c'est aussi important que de savoir si cette personne se drogue, si elle fume, si sa grand-mère a eu un cancer du sein. Voilà, c'est un antécédent médical comme un autre. Et on s'est aperçu que ce questionnement avait plein de bénéfices. Les médecins se posent beaucoup d'angoisse avec ça. La première étant: «Et si jamais, je lui pose une question, elle me répond, elle pleure, elle sort de mon cabinet, elle se suicide, qu'est-ce que je fais?» Personne ne s'est jamais suicidé en sortant du cabinet d'un médecin qui avait ouvert la voie à la parole. Si jamais elle s'effondre dans mon cabinet et moi j'ai 40 personnes qui attendent et je vais pas passer la journée à lui trouver des solutions. Et réponse, si tu as un peu travaillé ton réseau, si tu as quelques adresses à lui donner, quelques numéros à appeler, et ben, ça va pas te prendre, ça va te prendre un quart d'heure et ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir finir ta consultation. Donc il y a beaucoup de réticence à faire ce questionnement systématique, mais petit à petit, les médecins qui l'expérimentent, en fait, s'aperçoivent que oui, ça prend pas trop de temps, les gens ne se suicident pas et que ça peut être extrêmement bénéfique, ne serait-ce que dans un diagnostic. Moi, j'ai souvenir très précis d'une femme qui était arrivée avec une valise dans laquelle il y avait 5 IRM, 8 scanners, 3 Holters, des fibroscopies dans tous les sens, 12 échos, et qui vient me voir et qui me dit: «Docteur, j'ai mal au ventre. Ça fait 20 ans que j'ai mal au ventre. Personne n'y comprend rien, les médecins sont tous nuls. Est-ce que vous pourriez me prescrire des examens complémentaires?» Et moi, comme je commençais à être un peu familière du sujet, je lui dis: «Mais vous avez là 5 IRM, la dernière date d'il y a 1 mois, qu'est-ce que vous voulez que je vous prescrive?» Et puis je lui dis: «Comment ça va à la maison?» Et là, elle est complètement prise au dépourvu et effectivement, elle s'effondre en larmes et elle me raconte 30 ans de violence, de séquestration, de tentatives de strangulation, et cetera, et cetera. Ce qui me permet, moi, de lui dire: «On va rien prescrire du tout, vous allez aller voir la psychologue du service et je pense que ça va aller mieux». Effectivement, 6 mois après, elle allait beaucoup mieux. Donc ne pas avoir peur, c'est un outil extrêmement intéressant. Ça nous permet de rappeler la loi. Parfois, les femmes ne savent même pas que, se faire violer la nuit par son mari est un crime et donc elles sont évidemment, elles tombent de leur chaise. Elles croient que, bah, c'est normal de taper sa femme, que dans sa communauté, ça se passe comme ça et que c'est OK. Donc ça vous permet aussi de lui permettre de se poser des questions et de comprendre. Ça lui permet de savoir qu'il y a des gens bienveillants autour d'elle, qu'on peut la croire, qu'elle n'est pas seule au monde et que, bah, peut-être qu'on peut lui trouver des solutions. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est elle vient pas forcément vous demander de l'aide. Mais moi, il m'est arrivé avec des patientes âgées d'aborder cette question de la violence, d'avoir des révélations hallucinantes sur leur vécu enfant, sur leur vécu conjugal. Évidemment, il était beaucoup trop tard pour faire quoi que ce soit. Leur mari était mort, leurs parents aussi. Mais elles sont très souvent revenues me voir 3 mois après en disant: «Personne ne m'avait posé ces questions, 1 et 2, vous ne savez pas combien je me sens mieux
depuis notre consultation. Moi, j'avais rien fait, hein, je n'avais rien prescrit, je l'avais juste écouté, je lui avais juste dit combien c'était important. Et voilà, donc rien que parler à son médecin a un effet thérapeutique incroyable. Il faut savoir que c'est très difficile pour les victimes de parler, parce que ce soit dans les violences conjugales ou dans les violences sexuelles, et encore pire dans l'inceste, c'est la loi du silence qui prévaut. On voit bien, les incesteurs, ils disent aux enfants, si tu parles, tu vas mettre le bazar dans la famille. Si tu parles, ça va détruire ta mère. Si tu parles, je vais aller en prison. Si tu parles, je vais te faire du mal. Et donc, très tôt, les victimes intériorisent qu'il ne faut pas parler. Et nous, notre rôle, c'est de leur dire, on est là pour entendre. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont capables de repérer une victime. Alors, c'est vrai que quand on a l'œil un peu aguerri, quand une personne, moi c'est les femmes, mais vous c'est les femmes et les hommes, rentre dans votre cabinet, on a un petit scanner, on se dit, ça n'a pas l'air d'aller très bien. Et on peut se dire, je vais interroger les gens qui n'ont pas l'air d'aller très bien. Mais c'est dommage, parce qu'il y a des gens, avoir été victime de violence, ça vous pousse aussi à être extrêmement résilient, à mentir, à soigner votre image. Et parfois, il y a des façades nickel, on ne va pas poser la question et on a tort. Voilà, le reste, je vous l'ai dit. Donc, ce que disent les médecins, c'est je ne sais pas comment aborder le sujet. En fait, vous faites comme vous sentez. Vous êtes à l'aise avec une question, ça devient votre question. Ça peut être, est-ce que vous avez déjà subi des violences dans votre vie? L'inconvénient, c'est que c'est un brasse un peu large et que les gens vont vous dire non, je ne vois pas. Est-ce qu'il y a des choses qui vous font du mal? Est-ce qu'on vous a déjà violenté? Donc moi, je commence comme ça un peu large et après, je vois que ça percute pas. Je dis, et vous avez eu une enfance heureuse? Et là, je sais que je vais tirer des fils. Ça va être mes parents ont divorcé. J'ai été obligée d'aller avec mon père qui était insupportable et alcoolique. Ça peut être, j'ai été victime de harcèlement à l'école et depuis, je vais très mal. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai pris 40 kilos, etc. Donc, vous prenez la question qui vous arrange. Ça peut être, est-ce que quelqu'un vous a déjà fait du mal? Là, le patient va vous demander des précisions et vous direz aussi ce que vous voudrez. Il y a une question intéressante pour l'atmosphère conjugale, c'est comment ça se passe quand vous disputez avec votre conjoint? Parce que, comment se résout le conflit? Et si le conflit se résout toujours au bénéfice de l'agresseur, il y a quand même un sacré doute que la violence conjugale est derrière. Et puis cette fameuse question, hein, avez-vous peur de votre conjoint? Elle est extrêmement importante. Si vous avez des ados dans votre patientèle, vous pouvez utiliser le violentomètre. Bon, je pense que si vous êtes en Seine-Saint-Denis, vous le connaissez bien. Et il a l'avantage de permettre, là encore, il est fait pour les jeunes, on peut l'utiliser avec des plus âgés, mais chez les jeunes, ça marche très bien. Parfois, ils pensent qu'ils vivent une relation amoureuse, parce que pour les jeunes, conjugal, c'est pas eux, c'est maman, c'est mamie, c'est tata, mais eux, c'est pas conjugal, ils ont un amoureux. Ils pensent que c'est de l'amour fou, ils pensent que c'est une jalousie liée à l'amour, et c'est pour ça qu'il est intrusif, et c'est pour ça qu'il leur impose ceci, cela. Et ces questions-là qui essaient de comprendre comment ça se passe en vrai? Est-ce qu'il te fait du chantage? Est-ce qu'il lit tes SMS? Est-ce qu'il t'empêche de voir tes copines? Est-ce qu'il t'empêche de te maquiller? Est-ce qu'il t'impose ceci, cela? Avec cette gradation du vert au rouge, ça leur permet parfois de comprendre qu'en fait, c'est pas du tout un couple hyper amoureux, mais plutôt un couple hyper toxique. Ça ne veut pas dire qu'elles le quitteront, mais au moins vous aurez semé une petite graine. Alors, la grande question, c'est et les enfants? Parce que les enfants, évidemment, c'est l'avenir et que si on veut faire de la prévention au moins secondaire, il faut s'intéresser à ce que subissent les enfants. Donc un homme violent avec sa femme, c'est pas un bon père, c'est un enfant qui a fait ce dessin et qui est extrêmement, vrai. Alors, les chiffres, donc je vous l'ai dit, un enfant qui meurt tous les 5 jours, 23 000 enfants étaient victimes, alors c'était en 2017, de violences sexuelles, et 143 000 enfants sont exposés chaque année aux violences conjugales. Ça fait beaucoup, beaucoup. Ils peuvent être témoins visuels ou auditifs. Les violences portent souvent sur l'éducation, c'est-à-dire la manière dont on éduque les enfants donne à l'agresseur une infinité de possibles pour critiquer. Tu fais pas assez ceci, tu les aides pas dans leurs devoirs, c'est normal que tu les élèves mal, tu es pas assez strict ou tu es trop strict. De toute façon, il y a jamais rien qui va, c'est ça qui est formidable. Et chez les enfants, troubles anxio-dépressifs 17 fois plus que chez les autres enfants. Et souvent, ils sont à la fois victimes de violences physiques directement et aussi indirectement quand ils voient leur père ou qu'ils entendent leur père
taper leur mère. Et les enfants qui, par exemple, vivent dans ce genre d'atmosphère, ce sont des enfants qui sont dans un état de stress extrêmement élevé, et ce sont des enfants insomniaques, parce qu'ils ne se laissent pas dormir, ils ont trop peur que si je m'endors, et que papa va appeler maman, et que maman appelle à l'aide, et que je ne peux pas répondre, ça va être ma faute. Hubertine Leclerc, qui est une asso qui travaille beaucoup sur les questions de violence, a fait un audit en 2017. Bon, on apprend effectivement que ça commence dès la grossesse, que l'enfant peut être victime directe, que l'enfant qui vit dans un foyer violent, ça c'est important, est en danger de mort. Et aujourd'hui, on ne dit plus enfant témoin de violence, enfant exposé aux violences, on dit enfant victime ou co-victime. Ça peut se discuter. J'étais hier avec des pédopsychiatres qui me disaient oui, mais quand même, c'est pas pareil de se faire taper et de voir sa mère taper. Ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, l'impact sur la psyché est le même, l'état de stress est le même et qu'il n'est pas nécessaire de subir des coups. Et on le voit d'ailleurs avec la violence psychologique chez les adultes. Les femmes, elles disent souvent, il me frappe pas parce que parfois il est malin, il sait qu'il vaut mieux qu'il laisse pas de traces, mais il me torture tellement psychologiquement que je regrette qu'il ne me tape pas parce que ça, au moins, ça se voit et on me croirait. Et clairement, la violence psychologique fait très très mal. Alors, bien sûr, tout un tas de symptômes que Monsieur Bolo vous raconterez probablement mieux que moi, mais angoisse de séparation, trouble du sommeil, énurésie, encoprésie, hypervigilance, dépression, chute des résultats scolaires, le grand symptôme, agressivité, fugue, tentative de suicide, délinquance, prostitution, on retrouve tout. Alors, juste un petit mot de cette étude qui, pour moi, est fondamentale, qui est l'étude ACE. Vous en avez entendu parler? C'est fou, hein, c'est une étude super importante et nous, en France, on nous en a quasiment jamais parlé. C'est dans un conglomérat de cliniques en Californie où on a interrogé un certain nombre de milliers d'adultes qui venaient se faire soigner, donc il n'y a pas de biais, ils venaient pour tout et n'importe quoi, et on leur a demandé qu'est-ce qui vous est arrivé dans l'enfance. Donc ACE, c'est Adverse Childhood Experiences, et chaque ACE comptait pour un. Et on s'est aperçu qu'au-delà de 4 ACE, on avait des séquelles, comment dire, corrélées de manière vraiment, comment ça s'appelle, statistique, à l'état de santé. Donc, vous voyez que toutes les problématiques de santé peuvent être impactées. Et au-delà de 4 ACE, il y a, je ne sais plus combien d'années de vie en bonne santé qui se perdent et 5 fois plus de tentatives de suicide. Donc, c'est vraiment une étude qui fait date et qui a amené d'ailleurs une pédiatre californienne dont j'ai oublié le nom, mais qui est extrêmement charismatique, et je vous conseille, si vous tapez ACE, vous trouverez son nom, à créer une clinique du trauma des enfants et à s'engager très 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 fortement dans ce combat, parce qu'elle est persuadée qu'en prenant en charge les enfants, on aura peut-être des adultes qui vont un peu moins mal. Ce qu'on sait aussi aujourd'hui, c'est que ça laisse des traces dans l'ADN, ces violences, avec tous les travaux sur l'épigénétique. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça ne va plus marcher. C'est que c'est transmissible, mais que c'est réversible. Alors, il y a tout ce qu'on a pu observer de l'hippocampe qui est plus petit, que l'amygdale, qui est l'organe qui intervient dans les émotions, est plus grosse. Elle a une activité anormale, qu'au niveau du cortex singulaire, il y a des différences. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, je trouve ça assez flippant quand même de se dire qu'un enfant exposé à la violence voit sa génétique modifiée. Et pour finir, quelques mots sur l'inceste. L'inceste qui est probablement la pire violence qu'on puisse faire à un être humain. Et comme dit Dorothée Ducy, dont je vous conseille la lecture du livre Le berceau des dominations, le tabou de l'inceste, ce n'est pas de le commettre aujourd'hui, ça va, mais c'est d'en parler. Alors bien sûr, depuis qu'elle a écrit son livre, la violence comment dire, est plus connue et on en parle et c'est tant mieux, mais il y a encore des tas de familles où rien ne sort du comportement à la maison. Et il y a des tas de familles aussi où on a un comportement asexuel. On ne va pas jusqu'à agresser sexuellement les enfants, mais on se promène à poil, on s'embrasse sur la douche, on prend la douche ensemble, on s'embrasse sur la bouche, pas sur la douche, bien sûr. Et c'est extrêmement troublant pour les enfants qui ne savent plus exactement où est le cadre.
Et je ne sais pas si j'en parle, je crois que j'en parle après. Donc, il y a eu des enquêtes. Un enfant sur 5 est victime de violences sexuelles, 85% sont des incestes. La plupart du temps avant 18 ans, évidemment plus les femmes que les hommes, mais les petits garçons sont très souvent victimes d'inceste, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu un sondage Ipsos pour l'assaut Agir face à l'inceste qui a des chiffres délirants, plus de 6 millions de victimes quand même. Et puis, avoir subi l'inceste, ça vous rend suicidaire. Donc, ce que je vous disais, il ne faut pas confusionner les enfants et il faut protéger les enfants. Ça, c'est le juge Durand qui aujourd'hui s'occupe de la commission indépendante de l'inceste, qui est très militant de la cause des enfants et qui dit qu'il faut absolument protéger les mères des conséquences de la violence parce que c'est la meilleure façon de protéger les enfants. Alors en France, on a tout un arsenal, l'ordonnance de protection pour éviter, interdire au mari agresseur de s'approcher de la femme et des enfants, le téléphone grave danger pour que la femme puisse être repérée, géolocalisée quand elle voit son mari qui n'a pas le droit de s'approcher d'elle dans les parages, le bracelet anti-rapprochement, le 3919, le CPCA, qui sont les centres de prise en charge des auteurs aussi, qui se développent, parce que si on ne s'occupe que des victimes et qu'on ne s'occupe pas des auteurs, on marche sur une jambe et on prépare le terrain pour que ça recommence sans arrêt. Donc, il faut s'occuper des auteurs. Alors, je vais vous passer le topo sur le signalement. Sachez juste que vous devez signaler quand il y a de la vulnérabilité, donc les mineurs, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap, même si la mère n'est pas d'accord et même si la victime n'est pas d'accord. Si c'est une adulte, vous n'avez théoriquement pas le droit de signaler parce que vous dérogez au secret médical. Depuis 2020, il y a une nouvelle clause dans dans la réglementation. Si vous avez très peur pour votre patient ou votre patiente, que vous êtes à peu près sûr qu'il va mourir, vous pouvez signaler au procureur de la République. Il faut qu'il y ait deux conditions, que ce patient soit victime de violences très graves et que vous estimiez qu'il est sous emprise, et c'est pour ça qu'il ne veut pas que vous en parliez. Donc ça nous met dans une position un peu difficile, on devient comme des flics, c'est pas très confortable, mais parfois on a vraiment très peur. Parfois on voit bien que cette femme, elle est encore complètement amoureuse de son mari, qu'elle ne veut rien entendre, et dans ces cas-là, on est autorisé à envoyer un team au procureur de la République en disant j'ai peur pour cette patiente, faites quelque chose. Alors, deux points importants, on n'est pas obligé de le faire, donc on ne sera jamais condamné si on ne l'a pas fait. Ça, c'est très important. Et si on ne l'a pas fait, on ne sera pas condamné pour non-assistance à personne en danger. C'est très compliqué pour les médecins de déroger à ce secret professionnel qui, en fait, a une vertu importante. C'est-à-dire qu'un patient qui vous dit « je ne veux pas que vous en parliez », il vous fait confiance. Et si vous trahissez sa confiance, il ne reviendra plus jamais. C'est pour ça que nous, on n'était pas très favorables à ça. Et en même temps, on voyait bien qu'il y avait des fois, on se disait « mais putain, il faut que j'en parle, ça va mal finir ». Donc, de temps en temps, on déroge au secret professionnel. Pour les enfants, vous savez, on peut faire une information préoccupante quand on ne pense pas que cet enfant va mourir demain, mais qu'on aimerait bien qu'il y ait des gens qui aillent au domicile voir ce qui se passe. On écrit à la CRIP. Bon, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir des réponses. Alors, bon, je vais passer sur la stratégie pour juste vous dire deux mots de la Maison des femmes. Donc, c'est un concept qu'on a inventé il y a une petite dizaine d'années. C'était avant tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, la société a muté carrément par rapport à ces violences et notamment par rapport aux violences sexuelles qui sortent petit à petit du tabou. Vous savez que les Nations Unies ont plein de recommandations formidables avec des objectifs de développement durable qui auraient dû être aboutis en 2030. Et notamment l'objectif numéro 5, qui est l'égalité des sexes, qui est celui qui, moi, guide un peu mon action. Et bien sûr, on ne sera jamais prêt en 2030. Ça, c'est la fabrique, je ne sais plus quoi, un think tank qui avait fait un audit. Et ce que je trouve important dans cet audit, c'est que chaque médecin reçoit chaque jour dans son cabinet entre 2 et 3 victimes de violences et qu'en général, il ne le sait pas. Et puis, il n'est pas formé. Alors ça, c'est un topo que j'utilise quand je vais parler à des agresseurs pour leur dire qu'il y a plein de traditions très sympathiques dans le monde, mais il y a encore plein de traditions pas sympathiques du tout, et qu'il y en a qui nous concernent plus directement, que ce soit la polygamie, le mariage d'enfants, l'obsession de l'hymen, les infanticides de filles, l'obligation d'avoir un enfant, les crimes d'honneur, voilà, je vous passe tous ces trucs horribles.
Mais ces pratiques néfastes, en fait, sont celles qui justifient la maltraitance de nombreuses femmes et filles ailleurs dans le monde, mais malheureusement beaucoup en France et pas mal en Seine-Saint-Denis. Et bien sûr, les Nations Unies, le Comité des droits de l'enfant sont au vent debout pour que ça change. Et donc, moi, en tant que gynéco, toutes ces choses horribles, que ce soit l'obligation d'être vierge, avoir un enfant parce que ma belle-mère va me répudier, je suis tapée par mon mari, c'est des choses que je vois dans ma consultation tout le temps. Donc j'en ai eu un peu marre et je me suis dit, tiens, la mode aujourd'hui, c'est de faire des parcours de soins, chirurgie bariatrique, cancer du sein, endométriose, et si on faisait un parcours violence? Pour faire un parcours, j'avais l'intuition qu'il fallait un endroit. Et malheureusement, dans cet hôpital où je travaille depuis 15 ans, il n'y avait pas d'endroit, tout était plein comme un œuf. Donc la directrice, d'il y a 3 mandats, m'a dit j'ai pas de place, j'ai un terrain vague, débrouillez-vous. Donc j'ai dû lever de l'argent, faire construire un bâtiment, recruter une équipe. C'était un peu long, mais aujourd'hui, on est quand même assez fiers du travail qu'on a mené. On a une structure, vous la connaissez, elle est à l'entrée de l'hôpital, elle fait 500 mètres carrés. On est 60 à intervenir, on accueille 60 à 80 femmes par jour, 14 000 consultations par an. On a 3 parcours, le parcours santé sexuelle, vous le connaissez, planning familial, avortement, excellent lieu pour dépister les violences, excellent lieu pour s'occuper des ados qui n'ont pas d'autre endroit pour parler de ce qu'ils vivent à la maison. On a un parcours excision parce que dans ce département, on a fait un audit sur les accouchés, 14% des femmes étaient excisées. À l'époque, on faisait 4700 naissances, ça faisait beaucoup, beaucoup de femmes excisées. Et puis, un parcours pour toutes les violences conjugales et sexuelles. Un parcours, ça veut dire qu'on va rencontrer plein de professionnels, des médecins, des sages-femmes, des psychiatres, des psychologues, des travailleurs sociaux. Donc, il y a tout ça dans l'équipe. Et récemment, j'ai rajouté une unité de santé mentale parce que vous voyez bien que le mental est toujours, toujours maltraité par la violence. Et donc, il faut une équipe solide. Donc, aujourd'hui, j'ai heureusement 2 psychiatres et 8 psychologues, mais ça n'a pas été sans mal. Il y a 1 an, on a créé une autre unité et je suis heureuse de vous en parler parce que n'hésitez pas à nous envoyer des patients. C'est une unité qui est dédiée aux viols récents. Pourquoi? Parce que quand on vient d'être violé, on n'a pas du tout envie d'aller au commissariat, on en a parlé. On n'a qu'une idée, on se sent dégoûtant, on rentre à la maison, on prend une douche, on jette ses habits, on se brosse les dents. Tout ce qu'il ne faut pas faire parce qu'on perd toutes les preuves. Et donc, nous, on accueille ces patientes dans les 5 jours. On est d'astreinte 24 heures sur 24. On fait tous les prélèvements, on rédige les certificats, on appelle la police. La police vient, on a un partenariat avec elle. Et si la patiente veut déposer plainte, et si elle ne veut pas déposer plainte, on congèle tout, tous les prélèvements. Et un petit truc important à connaître, on met les habits dans des pochettes craft et on leur donne nos habits. Important à savoir, c'est quelque chose que vous pouvez dire à vos patients, ne pas mettre ses habits dans des sacs en plastique parce que ça dénature l'ADN. Dans un sac en papier, conservé, et nous, on peut les garder 3 ans. On a signé un protocole avec le procureur. Je n'avais pas bien anticipé, mais à culpa, les femmes ont des enfants, elles viennent avec leurs enfants ne vont pas bien. Et donc, on a juste ouvert une petite consultation sans aucune prétention, en binôme, pédiatre et pédopsychologue, pour comprendre ce que vivent les enfants, les orienter vers des CMP ou autres, et faire un signalement au procureur ou une information préoccupante si besoin. On a créé des groupes de parole, on va passer, des soins psychocorporels, kiné, ostéo, psychomote, des ateliers. On a tous ces ateliers, que ce soit art-thérapie, danse orientale, karaté, théâtre, yoga, jardinage. On a des permanences avec la possibilité d'aider les femmes dans leur démarche, refaire leur CV, comprendre pourquoi, comment leur mari a réussi à piquer l'argent de la CAF et à le faire virer sur son propre compte en banque, ou à piquer le salaire de madame et à le virer. Des permanences retour à l'emploi et puis des permanences juridiques, police et avocat et juriste. On a la police 1 fois par semaine qui prend les plaintes. On va dans les lycées, les collèges, on reçoit des groupes de femmes, des groupes de jeunes pour faire prévention éducation. On participe aux travaux de l'HAS, on fait du plaidoyer, de la com, on fait des grandes soirées thématiques parce qu'on croit beaucoup, beaucoup à l'éducation. Et depuis 2 ans, on a ouvert un petit foyer d'hébergement que pour les jeunes filles de 18 à 25 ans sans enfants, parce qu'on pense qu'avec un accompagnement socio-éducatif, elles vont aller bien.
mieux en tout cas. Et aujourd'hui, on est une grande famille qui s'appelle Restart. Vous voyez tous ces petits logos, ce sont d'autres maisons des femmes dans d'autres villes. Et on bosse ensemble et on essaye ensemble d'impacter un peu le gouvernement pour avoir plus de moyens et de meilleures prises en charge. Voilà, je vous remercie. Et je peux répondre à des questions. Personnes qui veulent poser des questions sont invitées à allumer le micro, sinon à allumer leur micro à distance quand elles sont en distanciel. Moi, j'ai une question sur l'interruption de grossesse. Quel est le parcours? Parce que tu as dit que ça pouvait se faire au deuxième, troisième trimestre, je sais pas. Ouais. Oui, ça peut se faire, c'est légal, les gens ne le savent pas trop. Mais si tu peux prouver que les violences subies ou la situation de cette femme fait que cette grossesse est impossible et met un peu sa vie en jeu, en général, il faut l'avis d'un psychiatre parce que c'est ce que le comité d'éthique accepte, eh bien, la loi t'autorise à faire avorter cette femme, même assez tard. Quel est le parcours? Alors, en général, trouver une équipe qui veut bien t'écouter. Le problème, c'est que quand ces femmes appellent à une maternité ou un planning, on leur dit ah non, non, c'est trop tard. Alors que la loi dit il faut les recevoir déjà, c'est obligatoire. Et ensuite, ben, cette équipe, soit elle a sur place des psychiatres, des travailleurs sociaux, elle va faire les certificats qui vont bien et qui vont être soumis au comité, je l'appelle d'éthique, c'est plus simple, et ce comité d'éthique répondra oui, cette situation justifie ou non, cette situation ne justifie pas. Si elle justifie, il faut que l'équipe en question fasse l'avortement. Question qui est un petit peu apparue pour les enfants qui étaient victimes de violences. Je pense que ça entraîne des troubles de la mémoire et des troubles des apprentissages. Oh. Est-ce que tu as vu des études sur le devenir de ces gens qui sont soumis à ces violences? Est-ce qu'ils ont des niveaux scolaires, d'emploi, de je sais pas quoi, plus bas? Je ne me suis pas intéressée d'aussi près à ces études, mais il y a des chiffres qui sont parlants. Un tiers des SDF sont d'anciennes victimes de violences. Ce sont des gens qui ont été accompagnés par l'aide sociale à l'enfance et puis lâchés dans la rue. On sait qu'avoir été victime de violence te conduit à devenir potentiellement agresseur. Il y a certainement beaucoup de littérature. Hein. C'est vrai que je me suis un peu concentrée sur les femmes, mais tu as raison. Il faudrait qu'on creuse aussi ça. Mais les troubles des apprentissages, c'est clair. De toute façon, on le voit. Chute des résultats scolaires égale warning. Qu'est-ce qui se passe à la maison? En général, inceste. Est-ce que vous pensez que n'importe quelle femme peut être victime de violences conjugales? Tout à l'heure, vous parliez de failles. Et j'ai l'impression que c'est une vraie question. D'un côté, on entend n'importe quelle femme peut être victime de violences. Et de l'autre, on entend il y a des failles particulières qui vont faire que les agresseurs vont se tourner vers certaines femmes. Alors, vous avez raison de soulever cette ambivalence. En fait, qui n'a jamais eu aucune faille dans sa vie? Qui a eu une vie de bisounours? Ça n'existe pas. Et certaines personnes vont bien gérer un événement, un adverse événement de leur enfance et d'autres moins bien. Et je pense que n'importe quelle femme peut tomber sous le charme d'un agresseur, mais peut-être qu'elles ne le géreront pas toutes de la même façon. Bonjour, j'ai une petite question. Oui, Est-ce que allez-y. vous m'entendez? Oui, par rapport aux soins que éventuellement ou à l'orientation que vous pouvez proposer aux enfants qui sont victimes voilà, du fait des violences que vivent leurs mères au domicile. Moi, j'accompagne une famille dont la maman est victime de violences. C'est compliqué pour elle, évidemment, d'être dans une démarche pour se protéger elle-même. Cependant, elle est assez sensible aux messages qu'on peut lui apporter concernant ses enfants et le danger que vivent ses enfants.
est-ce que c'est une possibilité d'utiliser la consultation pour les enfants à la Maison des Femmes indépendamment de son parcours à elle? C'est-à-dire voilà, qu'il puisse être pris en charge sans attendre qu'elle ait un déclic et puisse mettre en œuvre des stratégies pour se protéger. Voilà. Ou est-ce que... Ouais, bah écoutez, la réponse est non. On n'est pas en capacité d'accueillir des enfants autres que ceux des femmes que l'on suit. C'est sûr que moi, j'aimerais beaucoup, par exemple, développer avec le service de pédiatrie une UAPED, l'unité d'accueil de l'enfance en danger. Il y a plein de choses à faire pour les enfants. Et hier, là où j'étais au CMS de Villévrard, ils m'ont dit on a des listes d'attente pour les enfants de 3 ans. 3 ans, c'est inimaginable. Donc, il faut absolument qu'on travaille cette question de l'accès des enfants à des soins. Et malheureusement, ça, pour le moment, ça ne peut pas être fait chez nous. Et je profite de l'antenne pour lancer un SOS. Nous recrutons des médecins pour devenir coordonnateurs de parcours à la Maison des Femmes. Ça peut être des généralistes, des gynécomèdes, des addictologues, des smitologues, tout ce que vous voulez. Des gens qui ont envie de travailler en pluriprofessionnel, dans une super équipe, dans un lieu magnifique. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire si ça vous intéresse. Ce sont des postes de PH, temps partiel ou temps plein. La direction est assez généreuse avec nous, heureusement. J'ai une question concernant l'unité Corail. Parce qu'en fait, vous avez soulevé que c'était un accueil 24 heures sur 24, mais au niveau pratico-pratique, ça se passe comment si on a une personne qu'on doit emmener vers vous? Vers qui on l'adresse, si c'est dans ce milieu de la nuit Alors, de 8h à 20h, la maison est ouverte. Il y a une infirmière et nous, on est d'astreinte. De 20h à 8h le lendemain matin, comme il n'y a pas beaucoup de situations, pour le moment, on n'a pas dégainé une infirmière H24 parce que ça coûte très cher. Et donc, on a un partenariat avec les urgences. La patiente est emmenée aux urgences, donc chez le docteur Vargon. Une infirmière se rend disponible parce qu'au moment où on fait les prélèvements, il y a tout un peu de paperasse, c'est mieux d'être deux. Et nous, on est appelés de chez nous et on vient. Alors si, par exemple, elle arrive à 5h du matin, ben, on dit gardez-la 2 heures, on arrive, et éventuellement on l'emmène à la Maison des Femmes parce qu'on est beaucoup mieux installés. Mais l'idée est de répondre à la demande, bien sûr. Question parce qu'en fait, nous on fait partie du DAC 93 Nord et il y a quelques mois on avait une situation un peu comme ça, mais c'était pas sur Saint-Denis, la personne était sur Tremblay, si je dis pas de bêtises, donc qui a refusé d'aller au commissariat, donc on avait essayé de l'emmener vers la maison de la femme, donc le temps qu'on prenne une voiture, qu'on arrive là-bas, elle avait disparu parce qu'elle a eu peur et elle savait pas ce que c'était la maison de la femme, elle était persuadée que c'était le commissariat qu'on avait déguisé, et du coup l'alternative quand c'est des personnes qui sont hors Saint-Denis, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ici, c'est bien validé, mais il y a une alternative ou pas? Dans le territoire de la Seine-Saint-Denis, mais hors de la ville de Saint-Denis. Ah, mais Coralis, c'est Seine-Saint-Denis, hein, c'est pas que la ville de Saint-Denis. Ah, donc si on emmène aux urgences de Ballanger, ils vous contacteront. Ah non, il faut l'amener chez nous. Ah voilà, c'est ça. Mais oui, alors aux urgences de Ballanger, ils l'enverront peut-être à l'unité médico-judiciaire de Jean Verdier. Bon, c'est bien aussi. La différence avec une unité médico-judiciaire, c'est que nous, on ne fait que les violences sexuelles. Là-bas, vous aurez les détenus de droit commun, les marchands de hashish, les blessés par balle et tout ça. Et puis nous, une fois qu'on a fait ce travail-là de l'urgence, cette femme, si elle est d'accord, on va la mettre dans le parcours. Et donc, elle va bénéficier d'accompagnement psychologique, des ateliers, de tout ce dont je vous ai parlé. Donc, c'est quand même un plus dans sa prise en charge. Merci beaucoup. Bon. Ben voilà, pensez à mon recrutement, parlez-en à vos copains et vos copines. Et merci beaucoup. Merci. Ça va? Ouais. Merci beaucoup.